le savent. C'est ainsi que dans 2 régions, notre mouvement est même devenu la seule force d'opposition après que le PS se fut lâchement retiré du combat pour soutenir ses alliés objectifs, les faux républicains. Ces nouvelles assemblées régionales sont en quelque sorte une préfiguration de ce que devient la vie politique française. Un duel essentiel entre d'un côté le camp de l'UMPS et de l'autre le mouvement patriote. D'un côté le mépris du peuple et le soutien à un système qui a durablement nui à la France, de l'autre les amoureux éperdus de la France, attachés à la nation, défenseurs de la démocratie véritable, n'ayant pour seul souci que le rayonnement et la prospérité d'une France éternelle, libre et souveraine. De plus en plus de voix s'élèvent, vous avez dû les entendre à Paris, à Farin, NKM, Valls, Macron, pour officialiser cette union LRPS et continuer ce parti unique dont nous vous parlons depuis des années. Et oui, mes amis, les événements s'accélèrent. La France évolue, le combat politique évolue, et le Front National aussi évolue. Nous demeurons fidèles à nos racines et juste ce matin, honorer comme chaque année Jeanne d'Arc, patronne de la France, pour signifier, comme nous le faisons depuis des décennies, l'attachement de notre mouvement politique au courage, au réalisme, au patriotisme, à la détermination de la pucelle d'Orléans. Dont l'anneau est enfin revenu sur le sol de France grâce à une bienheureuse initiative que je salue ici avec vous. Alors, Jeanne d'Arc, symbole de résistance, bien sûr, de résistance à l'envahisseur anglais, bien entendu, mais de résistance aussi au doute. Inévitable lorsque l'on est si jeune et si seul au départ d'un défi immense que celui de la libération et du redressement du Royaume de France. De résistance enfin face aux certitudes erronées et au renoncement des autres. Cette vie concentrée d'héroïsme et de vertu doit inspirer les patriotes, tous les Français, et les convaincre qu'aucune cause, aucun combat n'est perdu d'avance. Jamais. Il y a près de 600 ans, la France incarnée par Jeanne d'Arc luttait pour sa survie, luttait pour son indépendance. Et c'est en cela que nous nous reconnaissons plus que jamais dans le combat de notre sainte nationale, car nous aussi, nous luttons aujourd'hui pour la survie et l'indépendance de la France. De ce banquet patriotique et populaire, nous croyons, comme Jeanne d'Arc, que la France a un avenir. Tous ensemble, nous pensons que le mot résignation, compromission, abandon sont proscrits de notre vocabulaire. Et j'avoue que c'est avec pitié que nous regardons ces ministres ambitieux aller à Orléans, non pas pour honorer Jeanne, sa hauteur d'âme, son combat, mais pour ne pas laisser Jeanne d'Arc au Front National. Tant de vacuité laisse perplexe. Et certains devraient se rendre compte par eux-mêmes que l'on ne peut pas décemment honorer l'icône de l'indépendance de la France après avoir organisé, soutenu et revalidé 100 fois tous les traités d'asservissement de notre pays à la grande finance et à l'Union européenne. Alors certes, Jeanne appartient à tous les Français, mais de grâce. Honorez-la pour ce qu'elle nous a offert. Notre liberté, notre indépendance au prix de sa vie, pas pour de basses considérations politiciennes. En même temps, on comprend que Macron ne souhaite pas, comme nous, fêter aujourd'hui aussi le travail, compte tenu de ses résultats en la matière.
1er mai a une résonance particulière. Vous le savez, j'ai décidé de m'extraire autant que possible du marigot politicien parisien qui nous empêche de réfléchir, qui noie la politique avec un grand P dans un flot ininterrompu de polémiques stériles, de peur, d'indignation aussi nombreuses que factices. Puis, je réserve mon temps à la réflexion de fond, à l'échange, à la rencontre des Français ou de nos amis patriotes à l'étranger. En résumé, je me consacre à l'essentiel, tant l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant, comme le disait René Char. Je veux faire de cette année une année utile à mes concitoyens. Une année pendant laquelle il sera possible d'exposer, d'échanger, de débattre sur des sujets de fond, loin des campagnes d'hystérie du système contre le Front National et le mouvement patriote dans son ensemble, loin des tentatives d'empêcher la démocratie de s'exercer sereinement. Cette prise de hauteur, elle m'apparaît indispensable pour préparer au mieux mon projet présidentiel et convaincre les Français qu'un changement véritable de politique est possible. Car à la différence du bloc UMPS européiste, les patriotes, eux, ont des choses fondamentales à proposer pour relancer l'économie, lutter contre la pauvreté, restaurer notre sécurité collective, protéger notre identité nationale. En face, ça n'est qu'une guerre d'ego, sans idées, sans projet, sans proposition. La primaire des Républicains ex-UMP est à cet égard symptomatique. 14 candidats déjà déclarés. 14. Et même à gauche, où les inaptitudes du président sortant aiguisent les ambitions personnelles, on voit se déchirer les probables futurs candidats Manuel Valls et Emmanuel Macron. Un mot, permettez-moi, sur cette extraordinaire mascarade à laquelle se livrent sans vergogne ces gens devant les Français. Ils sont censés appartenir à la même majorité présidentielle, au même gouvernement, et ne cessent pourtant de se tirer dans les pattes. Pas un jour ne passe sans qu'on ait à subir le récit pitoyable de ces affrontements puérils, au point que l'on se demande quand travaille-t-il. De nouvelles personnalités comme une jeune fille prépubère. Le dernier chouchou, c'est Macron. Il ne représente rien, n'a aucune idée sur rien, n'a aucune troupe, n'a jamais daigné se présenter devant le suffrage universel, mais qu'à cela ne tienne, on l'habille de vêtements dans lesquels il flotte d'ailleurs littéralement, on lui prête des ambitions présidentielles, le pauvre qui ne rêve en réalité que d'être Premier ministre d'Alain Juppé. Que s'appelle Macron aujourd'hui, Bruno Le Maire hier, ou Ségolène Royal avant-hier, ne sont en réalité que l'écume du désespoir. Le désespoir d'un système qui ne sait plus se réinventer et cherche à recycler ses vieilles idées par des visages moins ridés que les autres, dans l'objectif avoué de conserver une apparence de pouvoir, alors même qu'ils ont démontré maintes fois qu'ils en étaient indignes. Notre pays est dans un état de crise grave, multiple et larvée. Crise économique, crise sociale, crise migratoire et désormais aussi crise politique. Celle d'un régime qui n'est plus soutenu par personne et où les anciens partis dits de gouvernement vacillent. Le PS a quasiment disparu, l'ex-UMP est plus que jamais tiraillé. À eux deux, c'est heureux, ils pèsent à chaque scrutin moins lourd que lors du précédent. Cette crise politique frappe d'ailleurs toute l'Europe. Et l'on ne peut pas ne pas songer à nos amis du FPO en Autriche qui ont laminé l'équivalent de leur UMP et de leur PS à l'élection présidentielle. Lors de ce premier tour, certains des candidats du système autrichien ayant péniblement atteint les 11%, quand Norbert Hofer, candidat patriote de nos alliés du FPO, arrivait en tête à 36,5%.
que j'appelle de mes vœux. Prenons notre part à cette recomposition politique. J'appelle donc solennellement, au-delà de notre mouvement, au-delà de ce roc solide et pérenne que nous représentons dans la tempête politique, j'appelle en ce 1er mai tous les patriotes de France, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur engagement politique passé, à me rejoindre, qu'ils rejoignent le seul parti qui sait où il va, pourquoi il y va, et qui ne s'embarrasse pas de ces querelles d'ego, qui restent sur le fond des projets, qui proposent une voie aux Français. Le besoin impérieux du pays, c'est aujourd'hui l'union des patriotes pour constituer cette majorité dont la France a besoin. Une majorité qui travaille enfin au service de la France et des Français exclusivement. Je bâtis un pôle de rassemblement à vocation majoritaire et pour cela, je continue avec mes équipes, avec vous, de multiplier les prises de position, d'imposer des débats sur tous les sujets qui préoccupent nos compatriotes. Je continuerai, et avec une clarté qui ne pourra échapper qu'aux gens de mauvaise foi, d'en appeler à l'ensemble des Françaises et des Français sans aucune exception, toutes origines et toutes religions confondues, sans me soucier qu'ils viennent de la gauche ou de la droite, de nos vestiges d'un clivage disparu, pour peu qu'ils aient la France au cœur. Je ne pourrais conduire nulle part ceux qui se détournent de la France, ceux qui ont une vision post-nationale, ceux qui ne croient plus ni dans le peuple, ni donc en la démocratie et courent après une tutelle, qu'elle soit européenne, américaine ou allemande. Ceux-là auront légion de candidats, Juppé, Macron, Sarko, Hollande, Bayrou, et j'en passe des meilleurs. Je peux, avec la force de ceux qui aiment leur patrie, déplacer les montagnes, atteindre les sommets les plus élevés et dépasser les lignes d'horizon les plus inatteignables. Et il bouge vite. La question de la souveraineté et du retour des peuples est désormais centrale. Nous sommes à quelques semaines d'un référendum possiblement historique sur le Brexit. Le Royaume-Uni pourrait demain reprendre sa pleine indépendance et montrer la voie d'un bouleversement en Europe, celle d'une reconquête complète des souverainetés nationales pour le bien de tous. Le peuple britannique passait sa chance. Alors nous serions-nous, en France, les mieux placés pour mener ce combat en faveur de la liberté. C'est à nous qu'il reviendrait cette opportunité historique de faire reculer l'Union européenne.
de goûter l'Union européenne hors de France, en quelque sorte. Partout, nous ressentons parfois plus ou moins confusément ce besoin de liberté. Les Néerlandais ont encore récemment dit non par référendum à l'Union européenne en rejetant son projet néfaste d'association avec l'Ukraine. Les Français également avaient dit non avec force en 2005 à l'Union européenne avant que leurs parlementaires ne les trahissent honteusement en adoptant eux-mêmes ce que le peuple avait rejeté. Je suis la candidate du non à l'Union européenne, du oui à la France. La candidate de l'insurrection. Et je ne regarderai pas passer le train de la souveraineté sans rien faire. Je porterai pour mon peuple un projet de liberté et pour la France un projet de grandeur retrouvée. Nous autres Français, dans un an exactement, nous aurons l'occasion de retrouver notre souveraineté, de retrouver notre liberté, et c'est la raison d'être de ma candidature à l'élection présidentielle. Mais bien sûr que non. Je suis européenne. La géographie de la France au cœur de l'Europe, son histoire depuis l'Antiquité et le baptême de Clovis nous dicte ses convictions, la nécessité et le bon sens aussi. Comment ne pas développer des relations de partenariat profond, de voisinage avec notre environnement géographique, d'échanges sur tous les plans et surtout d'amitié profonde entre les peuples souverains d'Europe. La réalité de l'Europe, son climat intense d'échanges commerciaux, intellectuels, spirituels, artistiques depuis des millénaires, précède de beaucoup ce qu'il est convenu d'appeler la construction européenne, qui, loin des idéaux initiaux, au lendemain des 2 guerres mondiales, est aujourd'hui clairement une œuvre de déconstruction des identités nationales en Europe. Nous travaillons jour après jour, avec toutes les bonnes volontés, pour bâtir sans attendre une refondation de l'Europe. C'est pourquoi nous avons lutté, puis réussi, il y a un peu moins d'1 an, à constituer un groupe au Parlement européen, aux grandes dames des oiseaux de mauvais augure qui nous prédisaient l'échec. C'est pourquoi, avec nos amis italiens du parti de Matteo Salvini, la Ligue du Nord, les Néerlandais de Geert Wilders, les Autrichiens de depuis hier dans notre groupe du député Markus Petzel de l'AfD allemand. Nous rassemblons, nous nous renforçons, nous travaillons sans relâche. Et en ce qui me concerne, mon objectif est clair, la France apaisée. La France apaisée, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas juste une campagne d'affichage qui a fait couler beaucoup d'encre et a suscité un nombre considérable de commentaires. Ça n'est évidemment pas, comme font mine de le croire les bêtas, une description, mais bien une ambition. C'est même une nécessité vitale, car il n'est pas possible de vivre dans une nation de plus en plus troublée. Une nation de plus en plus en proie au conflit, aux doutes, aux tensions, au risque de déchirure. En tout domaine, sécuritaire, migratoire, militaire, économique, social, au travail, la France a besoin d'apaisement. Je dirais même qu'elle a besoin de paix. Et cette paix, nous ne l'aurons, j'y reviendrai, qu'en ayant le courage de prendre des décisions qui rompent avec des décennies de reculade, de compromission et de soumission, car ce sont précisément ces reculades,
ces petites ou grandes lâchetés, ces dérobades, ces abandons qui jettent notre pays dans le chaos. Or, la France apaisée, c'est d'abord la tranquillité publique. C'est le retour de la loi de la République sur tout le territoire national. Pour éviter que des citoyens à bout en viennent à se faire justice eux-mêmes, il faut rebâtir une justice digne de ce nom, ayant tous les moyens pour agir et libérer de l'idéologie de l'angélisme. Qui a la capacité de protéger la victime et de sanctionner comme il se doit le délinquant et le criminel. C'est le retour de la loi à côté de nous, oui, juste à côté de nous. De l'autre côté du périphérique, à côté de nous, en Seine-Saint-Denis, il y a 278 quartiers dits difficiles. À côté de nous, le ministère de l'Intérieur dénombre 44 cités hors contrôle. Oui, en Seine-Saint-Denis, en 2015, les agressions à domicile ont augmenté de 125%. Il y a eu 20 jambisations. Vous ne savez pas ce que c'est? Ce sont ces règlements de compte entre voyous qui escropient la vie. Plus au sud, dans les Bouches-du-Rhône, en 2015, les homicides ont bondi de 14%. Les règlements de compte y ont fait 17 morts en 2013, 18 en 2014, 19 en 2015. À Grenoble, lundi dernier, devant une école, 2 morts, un blessé grave. La France apaisée, c'est la fin de ces zones de non-droit. La fin de la centaine de Molenbeek, au bas mot, dont a parlé Patrick Caner, le ministre de la Ville. Vous venez de toute la France. Et donc vous le savez, aujourd'hui la gangrène du crime et du délit se répand sur tout le territoire. Si la France des oubliés est oubliée de l'UMPS, elle n'est pas oubliée des malfaiteurs. Il suffit de lire la presse locale, quotidiens, hebdomadaires, tous sont remplis à longueur de colonne de ces faits divers terribles qui pourrissent la vie des uns et entraînent d'autres. Les attaques contre les biens explosent dans tout le pays. À chaque heure, quelque part en France, se commet une agression contre une personne avec une arme. Partout, il n'est question que de cambriolage et de braquage. Les séquestrations qui avaient disparu en France font un retour remarqué sous le nom de homejacking. Partout, il n'est question que de vol de matériaux, de vol de bestiaux. En une nuit, adieu veaux, vaches, cochons, couvets, tout a été volé. Il est jusqu'aux tracteurs qui les étaient emportés. Fruits et légumes ont fait l'objet d'une récolte sauvage, les paysans ont été dépouillés de leur labeur. Les gendarmes sont partis, réduits à peau de chagrin par des gouvernements irréfléchis. Les voleurs sont venus. Quand une pharmacie est braquée, une fois, 2 fois, 3 fois, le commerçant se désespère, il ferme boutique, et dans un bourg, c'est la vie qui s'en va peu à peu. Quand le café, épicerie, boulangerie est agressé 1 fois, 2 fois, 3 fois, le quartier se décourage, il baisse son rideau pour toujours et dans un village, c'est le désert qui gagne. L'insécurité des villes déborde dans les campagnes. La France des oubliés est mise au pillage. La France des oubliés devient la France des abandonnés. Peut-on bien vivre, jeunes ou vieux, dans un pays qui n'assure plus la sécurité à ses habitants? Peut-on y travailler, y passer une retraite paisible, y couler des jours heureux, y développer une activité commerciale, y connaître une inspiration artistique dans un climat tendu, agressif, violent? Non, bien sûr. La tranquillité publique, c'est aussi ne pas accepter que des milices d'extrême gauche puissent impunément saccager nos centres-villes, à Paris ou en province. Détruire biens publics et biens privés et plus grave, puissent impunément attaquer et blesser des dizaines de policiers ou gendarmes jusqu'au drame de trop. Comment peut-on tolérer, qui plus est en plein état d'urgence, que ces milices ultra-violentes prospèrent sans que des consignes claires soient données aux forces de l'ordre pour les neutraliser
et que la justice puisse ensuite passer et les interdire. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui appelle publiquement à la stigmatisation du quart, voire du tiers des Français honnêtes parce qu'ils votent Front National. Quel crime! Et qui laisse prospérer les voyous, les laisse casser et attaquer les commerçants, les honnêtes gens et nos forces de l'ordre sans rien faire, en balbutiant quelques condamnations morales aussi banales qu'inefficaces. C'est inacceptable. Le gouvernement doit clairement des comptes aux victimes, mais plus largement à tous les Français sur cette situation. Nous soutenons nos forces de l'ordre, héroïques, quand elles agissent avec si peu de moyens, tant de fatigue accumulée contre les voyous. L'état de droit doit être immédiatement rétabli et les milices d'extrême gauche dissoutes. La neutralisation des caïds et de ces milices, mais il faudra aussi le rétablissement des frontières nationales indispensables à notre sécurité collective. Si nous n'agissons pas, nous irons évidemment vers le chaos et tout le monde en sortira perdant. Nous agirons après des décennies de reculades, là encore, de promesses trahies de la part de l'UMP comme du PS. Oui, l'Europe de Schengen, c'est l'Europe des voleurs et des receleurs. L'Europe sans frontières, c'est l'Europe de tous les trafics. Il faut rétablir des frontières nationales. Des frontières qui protègent, des frontières qui dissuadent. L'Europe de Schengen, c'est aussi l'Europe du terrorisme. Ce terrorisme dont la menace plane plus que jamais sur la France. Le 13 novembre 2015, 9 hommes ont commis un nouvel attentat inédit sur le territoire français. Un acte de guerre qui aura enlevé la vie à 130 de nos compatriotes en blessant 351 autres. Par quelques bouts, qu'on comprenne le problème, ces événements de Paris signent la fin du cycle d'immigration laxiste et d'intégration minimaliste voulu par une poignée de dirigeants aussi arrogants qu'irresponsables. Car, soit on regarde le problème côté immigration, et on constate que 4 terroristes sur les 9 du 13 novembre n'étaient pas français, qu'ils ont profité de l'emballement des vagues migratoires que le continent européen connaît depuis 1 an et de l'absence totale de frontières nationales pour perpétrer leur attaque honteuse contre le peuple français. Soit on regarde le problème côté intégration et on constate cruellement que plus de la moitié des terroristes du 13 novembre, 5 sur 9 exactement, étaient enfants d'immigrés de seconde ou troisième génération et ont voulu déclencher une guerre civile entre Français. Le problème est abyssal. Pour ceux qui l'ont causé par leur politique inconséquente d'accueil non discerné des étrangers, mais aussi maintenant pour nous, qui devront, une fois arrivés au pouvoir, rattraper des décennies de folie. Toutefois, s'il est vrai qu'il faudra des années d'efforts et d'énergie pour venir à bout de tous les problèmes causés par la politique migratoire actuelle, pour régler cette situation, il faut du bon sens, ce que nous avons. Il faut de la lucidité, ce que nous avons, de la constance, ce que nous avons aussi, mais il faut surtout du courage, et ne la manquons pas. Nous ne ménageons pas des efforts pour refonder de A à Z l'ensemble de la politique d'asile, pour mettre fin à tout ce qui a attiré dans notre généreux pays des millions d'immigrés très au-delà du raisonnable et de nos capacités financières, et par exemple pour mettre fin à l'aide médicale d'État. Nous mettrons fin à Schengen et à toutes ces expérimentations hasardeuses de gens qui se croient plus intelligents que les autres parce qu'ils innovent des processus politiques que jamais aucun peuple
période de l'humanité n'a jamais mis en œuvre. L'ouverture totale des frontières sur le continent européen. La négation des peuples et de leur identité, que cette identité soit française, allemande, irakienne ou somalienne. Les accords honteux de collaboration avec la Turquie, le refus d'une coopération franche, énergique, exigeante et conforme à nos intérêts avec les pays d'origine de ces immigrés, car je le dis, maîtriser les frontières, ce n'est pas comme se complaise à nous caricaturer les adversaires de la France, ériger des barbelés. C'est d'abord avoir des frontières et les maîtriser comme tous les pays raisonnables du monde. C'est aussi discuter, simplement et fermement, dialoguer sans complaisance et de manière juste avec les pays amis de la France pour amener le candidat à l'immigration à se projeter dans son pays de naissance et non pas dans notre pays quand il n'a aucune raison d'y venir et qu'on n'y a pas invité. Visant à aider les pays d'origine à fixer les populations en privilégiant des politiques bilatérales. Reflet de notre histoire et de la géopolitique d'aujourd'hui, plutôt que multilatérale, vous savez, ces fameuses politiques multilatérales à la mode mondialiste et européenne, où on n'arrive qu'à un consensus mou, sans autre effet sur la réalité que celle de frustrer tout le monde et de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Tout cela concerne la maîtrise raisonnée de nos frontières, la capacité à filtrer intelligemment et sans phare les mouvements de population. Mais cela ne suffira pas. Il nous faut à l'intérieur du pays engager une vraie politique d'identité et de fierté d'appartenance à la patrie et à l'héritage national qui structure les dispositifs d'assimilation. Ceci passe, mes chers amis, par des exigences en matière de naturalisation. Le candidat à la nationalité doit évidemment prêter un serment avec autant de devoirs que de droits, il doit maîtriser notre langue, il doit aimer l'utiliser dans toutes ses relations sociales et professionnelles, il doit aimer ce que notre histoire charrie de valeurs et de passions auxquelles nous sommes sensuellement et spirituellement attachés. Il doit adhérer à nos principes, à nos codes, à nos mœurs, à notre culture. Depuis combien de décennies tirons-nous la sonnette d'alarme ? Mais y a-t-il plus aveugles que ceux qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas voir l'exaspération croissante des Français, dépossédés peu à peu de leur mode de vie, de leur art de vivre, de leur identité, qui détournent leur regard de la Guyane, de Mayotte par exemple, submergés par l'immigration clandestine, attirés par l'espoir d'une régularisation puis d'une naturalisation automatique, qui ne veulent pas voir la honte et la colère qui s'emparent de nos compatriotes quand ils apprennent que les terroristes islamistes qui commettent les crimes les plus abominables ont acquis la nationalité du simple fait d'être nés en France. La vérité est que le coup d'arrêt que j'entends donner à toute forme, même légale d'immigration, n'a de sens que s'il s'accompagne d'une réforme profonde de notre droit de la nationalité. Gardons-nous des querelles idéologiques entre droit du sol et droit du sang. Le peuple français sait d'où il vient. Il sait qu'il n'est pas réductible ni à une ethnie, ni à une couleur de peau, ni à une religion, même s'il n'ignore pas quelles sont ses racines et n'a aucune raison d'en rougir. La France est un pays ouvert et généreux, elle entend le demeureux, mais être français est un honneur. On en hérite ou on le mérite. Ce principe simple doit guider notre réflexion et nos décisions. Plus rien ne doit être automatique. Tout doit être simplement vérifié, certifié et validé par des autorités responsables, conscientes de l'honneur d'être français, jalouses de le partager avec ceux qui ont donné tous les gages d'en être dignes. Le développement exponentiel du fondamentalisme islamiste sur notre territoire. Car ce terrorisme est islamiste. Ce terrorisme
est l'arme d'une idéologie d'essence totalitaire, l'intégrisme islamiste. La France apaisée ne consiste certainement pas à s'y habituer, comme nous le demande Manuel Valls, mais à le vaincre. Combien de mosquées salafistes a-t-il fermé? Combien de pécheurs de haine a-t-il expulsé? Les fermetures, les expulsions se comptent sur les doigts d'une seule main, et encore. Je les demande aujourd'hui encore avec gravité. Combien d'associations soi-disant culturelles ou sociales, en fait vecteurs de diffusion du fondamentalisme? Combien d'écoles, de clubs de foot, de MJC, aux mains de recruteurs salafistes ou des frères musulmans? François Hollande a récemment prétendu que la mosquée de Brest avait été fermée. Mensonge! L'imam continue à proférer impunément cette divagation, lui et beaucoup d'autres avec lui. La France apaisée, c'est un État fort qui défendra tous les Français, qui assurera la sécurité et donc la liberté, car il n'est plus aucune liberté quand il n'y a pas de sécurité. Un État qui traquera aussi ce totalitarisme religieux qui, par la violence, la pression, l'intimidation, change le périmètre de nos droits et l'essence même de nos valeurs. La France apaisée sera celle où les femmes pourront à nouveau vivre, s'exprimer et avancer dans la vie en toute quiétude. Elle a raison, Sophie. Le droit des femmes françaises régresse. Peuvent-elles encore partout s'habiller comme elles le souhaitent dans tous les quartiers de France? On sait bien que non. La femme française est-elle en sécurité partout et à toute heure? Non. Les drames, les agressions, les viols de Cologne le 31 décembre l'ont montré aux grandes dames de la classe qui auraient préféré cacher la vérité. L'immigration massive et la société multiculturelle renvoient la femme des siècles en arrière. Au passage, nombreux sont celles qui, comme moi, sont scandalisées de voir aujourd'hui des collections relevant de la mode dite islamique, appelée, je crois, pudique ou modeste, couvrant et dissimulant le corps des femmes. Les marques à l'initiative de ces collections sont des acteurs sociaux et à ce titre leur posture est inadmissible. Alors que nos grands-mères et nos mères ont obtenu du général de Gaulle le droit de vote, alors qu'aujourd'hui la mixité et l'égalité font partie intégrante de nos acquis de femmes, nous assistons là à une dangereuse et insidieuse régression, rappelant les pires heures d'un obscurantisme d'un autre âge qui vise à déconstruire l'image de la femme libre et assumée que notre modèle de culture français a construit au fil de son histoire. Notre culture n'est pas d'ailleurs l'expression de notre mode de vie et de pensée. En solidarité avec toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes qui sont contraintes ou manipulées par leur environnement de porter ces vêtements d'enfermement, informes, dissimulant leur corps et leurs cheveux, qui sont tenues de baisser les yeux, de se taire, de subir soumission et brimade parce qu'elles sont de sexe féminin, j'appelle les responsables de ces enseignes à bien réfléchir à la portée de leur acte. Leur responsabilité est d'autant plus grande qu'elle s'adresse aux jeunes générations auprès desquelles ce message de banalisation est envoyé, faisant valoir que ces tenues vestimentaires n'ont aucune connotation culturelle. Ce n'est malheureusement pas le cas. Je le rappelais tout à l'heure, Sophie, la civilisation française sublime la femme. Elle la met sur un pied d'égalité avec l'homme et non 40 niveaux en dessous de lui, voilée de la tête aux pieds. Besoin de cette sécurité du quotidien, de cette lutte implacable contre le terrorisme. Mais elle signifie aussi pacifier les relations sociales. Comment la France est-elle apaisée? Quand chacun craint le chômage et la pauvreté, telles les études supérieures, au travail, dans le public
craint pour l'avenir de ses enfants. Comment la France serait-elle apaisée quand les classes moyennes sont menacées, quand les familles et les retraités sont la cible privilégiée des politiques fiscales du gouvernement? Comment la France serait-elle apaisée quand le stress et la souffrance au travail remplacent trop souvent la motivation, l'épanouissement personnel et le désir de bien faire? Comment le serait-elle avec la loi El Khomri, écrite dans un bureau de Bruxelles, sous la dictée des puissances d'argent et appliquée par un ministre dépassé qui, il y a 6 mois à peine, se demandait ce qu'était un CDD? Cette loi qui précarise le salarié, affaiblit la petite entreprise par rapport à la très grande, et frappera d'abord, là encore, les femmes, premières victimes des petits boulots précaires, à temps partiel subi. L'économie, ce ne sont pas des agrégats comptables. C'est la vie de chacun d'entre nous et des générations qui viennent. Je ne veux plus de cette société à 2, 3 ou 4 vitesses. Cette société de l'angoisse économique et sociale. Je mettrai tout en œuvre pour créer des emplois productifs durables. Je mettrai tout en œuvre pour que chacun reçoive un salaire qui permette de vivre normalement. Je mettrai tout en œuvre pour que nos anciens puissent vivre une retraite décente, digne d'un pays développé. Qui remettent debout un État stratège, un État souverain, en mesure de réindustrialiser, d'aller vers l'innovation, de protéger, de rétablir une concurrence saine et non féroce et déloyale. Bref, de créer les conditions de l'emploi et de l'apaisement social en misant sur cette force que sont nos petites et nos moyennes entreprises. Car dans un monde confronté à une guerre économique que tout le monde feint d'ignorer, soutenir les TPE, PME, accompagner les entreprises dans leur croissance n'est qu'une partie d'une vision plus globale que l'État stratège doit avoir de l'économie en France au lieu de dégrainage. Car oui, l'État à la française existe, avec sa singularité héritée de notre histoire. De Richelieu à Napoléon Ier en passant par Colbert, je suis bien décidé à le faire exister encore. Trop souvent, mes chers amis, nous avons laissé partir des pans entiers de notre économie dans des fusions, des rachats ou des disparitions, alors qu'elle détenait des technologies utiles pour donner à notre pays soit un coup d'avance dans la compétition mondiale, soit pour maîtriser les technologies utilisées par nos forces armées notamment. Je souhaite que l'État stratège sache utiliser les entreprises publiques, non par dogmatisme étatique, mais pour développer et préserver des technologies potentiellement indispensables à l'autonomie de notre pays. L'intervention de l'État stratège doit tout aussi bien s'exercer dans le domaine réglementaire. Il est navrant de constater qu'aujourd'hui, nos entreprises et nos banques subissent des réglementations et normes comptables venues d'ailleurs, d'outre-Atlantique précisément, qui exigent d'elles des efforts que ne s'imposent bien les entreprises américaines similaires, ce qui vient peser lourdement sur leur compétitivité. L'État stratège doit aussi être visionnaire, à lui de voir loin et d'engager le pays dans les révolutions technologiques dont il a besoin, notamment dans le domaine de la recherche. Je souhaite aussi que l'État stratège s'engage pleinement dans le soutien à la révolution digitale, de manière à faire de Paris et de nos métropoles régionales une place incontournable des start-up. L'État stratège, c'est celui qui défend et met en œuvre le patriotisme économique au bénéfice de nos talents. L'État stratège, c'est celui qui veille à irriguer les territoires, à maintenir une présence de l'État et des services publics dans ce qui est devenu le grand désert français, auprès de nos compatriotes souvent les plus modestes qui vivent au cœur de nos régions, dans nos villages et autour de leurs clochers pluriséculaires. En somme, l'État stratège fait ce que les entreprises feraient mal, ou moins bien, ou plus cher, ou sans pouvoir le faire partout en France, dans le but de faire avancer tout le pays et toute la nation, et pas seulement les intérêts particuliers de telle ou
et surtout un mode de communication destiné à maquiller l'inactivité du chef de l'État et du gouvernement en lui faisant adopter des postures volontaristes. Je souhaite pour ma part qu'au lieu de faire comme eux de Bruxelles, notre État stratège de fait, nous fassions de Paris à nouveau le cerveau de notre État stratège au fait de nos intérêts nationaux et lucide sur un point majeur. Personne d'autre que nous ne se souciera de mieux défendre nos intérêts économiques de long terme. Chacun l'a compris, pas d'État-nation sans État stratège. Cet État-nation que Raymond Aron définissait comme respecté à l'extérieur, en paix à l'intérieur. C'est pour cela, mes chers amis, il faut être maître de notre destin. Être maître de ses frontières pour maîtriser les flux migratoires. Être maître de son droit civil et pénal pour éliminer les zones de non-droit. Être maître de sa politique commerciale qui doit être orientée dans une logique de maintien d'une économie de production forte, protégée de la concurrence déloyale. Être maître de ses territoires, de métropole et d'outre-mer qui doivent redevenir attractifs pour assurer leur développement. Être maître de sa politique sociale qui doit concerner ses citoyens. Être maître de ses services publics afin d'arracher la santé aux cures d'austérité et l'école au nivellement par le bas et aux expérimentations pédagogistes. Être maître de sa diplomatie qui doit tenir compte des impératifs géopolitiques propres à la France. Rester ouvert sur les autres n'empêche en rien de retrouver son identité et la maîtrise de son destin. Et l'euro, me direz-vous? Je n'ai à convaincre, je crois, aucun d'entre vous du frein épouvantable que constitue cette monnaie unique qui n'a respecté aucune de ses promesses. Perte de compétitivité, augmentation du coût de la vie, sauvetage ruineux à répétition, c'est objectivement un échec sur toute la ligne. Alors, certains par crainte du changement, par conservatisme, ou par confort ou paresse intellectuelle, continuent à s'accrocher à cette relique. On peut continuer encore comme ça un peu, malgré le chômage massif, malgré l'austérité toujours plus rude. Mais jusqu'où? Jusqu'à la prochaine crise financière, dont l'onde de choc peut se révéler plus forte encore que celle de 2008. Pensez-vous que ce soit par hasard que notre gouvernement actuel ait déjà posé les bases juridiques pour ponctionner les épargnants si nécessaire, comme à Chypre? Que fera-t-on si nous connaissons une remontée forte des taux d'intérêt sur les marchés financiers, ce qui pourrait signifier un défaut de paiement sur la dette souveraine de la France? Si la parité euro-dollar n'était plus aussi favorable? Comment, en tant que responsable politique, vivre en permanence avec cette loterie, se couperait au-dessus de la tête de nos concitoyens et de nos entreprises? Comment regarder passivement la situation de la Grèce, laminée de façon irréversible par son impossibilité de fixer la parité de sa monnaie pour préserver ses capacités économiques de production? Comment être indifférent et ne pas préparer la défense des intérêts de la France? Comment accepter que, comme en Grèce ou au Portugal, la BCE menace de couper l'alimentation de liquidités à nos banques pour obtenir notre soumission à des politiques rejetées par les peuples? Dès mon élection, dans le cadre de la négociation que j'engagerai avec les institutions européennes, j'effectuerai les démarches pour obtenir la mise en place de mécanismes de restauration de la monnaie nationale et des parités nationales des monnaies, que chaque État de la zone euro aura la possibilité de communiquer à tout moment. Ce sera un choix de souveraineté indispensable et salutaire. Il ne s'agit en aucun cas de s'isoler, de bâtir une France coupée du monde, ce qu'elle ne saura jamais être, mais de retrouver les instruments de souveraineté abandonnés. Si nous devions échouer dans ces démarches, ce dont je doute, je demanderai alors aux Français de voter non au maintien dans l'Union européenne dans le cadre du référendum que j'aurai organisé dans le plus évident respect de la souveraineté du peuple français.
femmes, entre générations. Comment la France serait-elle apaisée quand elle reçoit chaque année autant d'étrangers légaux et clandestins? Nous n'avons plus rien à leur offrir. Nous n'avons plus les moyens, ni la volonté au plus haut niveau de l'État de les assimiler tous. Depuis 40 ans, la politique migratoire est aberrante. Aujourd'hui, l'appel à toujours plus de migrants est un déni absurde de notre réalité. Dans la société française, les tensions sont désormais visibles, palpables. Le communautarisme y est envahissant et destructeur. Les revendications islamistes se déploient au grand jour. Services publics et entreprises en sont perturbés. On n'ose même pas faire voter une loi interdisant les signes religieux ostensibles, dont le voile à l'université. Ce serait pourtant un minimum. Le gouvernement est opposé. Et les prétendus républicains sont totalement divisés sur ce sujet qui devrait pourtant faire consensus entre tous les Français attachés à la laïcité et à la République. N'est-ce pas le signe d'une reculade insidieuse? La France apaisée, c'est l'inverse du communautarisme qui divise. C'est celle qui ne renonce pas à ses valeurs, à l'assimilation, au creuset républicain, celle qui est fière de son histoire millénaire et glorieuse, de ses couleurs nationales, de son drapeau, de ses symboles et ses vérités qui unissent. Quand les autres depuis des décennies, depuis la honte de nous-mêmes, la repentance et la division. Je préférerais toujours unir plutôt que diviser, exalter la nation plutôt que de lui demander de baisser la tête et de courber l'échine, semer la paix plutôt que planter les germes de la guerre civile en rappelant sereinement mais fermement que la République française n'abandonnera aucune de ses caractéristiques, de ses principes, qu'elle ne se soumettra à aucun groupe de pression quel qu'il soit. En résumé, que la nation française ne se lèvera pas. Pour l'atteindre. Il ne faut pas croire que les choses se feront toutes seules, n'est-ce pas, cher Alain Juppé? Comment un slogan vide de sens? Le sien, apaiser, rassembler, réformer. Pourrait-il mener la France où que ce soit? Mais apaiser comment? Rassembler qui? Réformer pourquoi? Ben, vous ne le ferez jamais. Il vous restera le passé pour voir comment ces gens ont conduit les affaires de la France, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat n'était pas concluant. Y compris quand j'avais 18 ans, quand Alain Juppé était déjà ministre du budget. Ou quand j'en avais 28, et que Premier ministre, cette fois-ci, il réussissait l'unique exploit de bloquer intégralement comme jamais la France. 30 ans, mon cher. Il y a une partie d'entre vous qui n'ont pas connu le protège. 30 ans que cela promet de faire mieux. Moi, je vous propose un chemin clair. Une méthode sérieuse. Et cela passe d'abord par un discours de vérité. Les candidats des soi-disant républicains ou des prétendus socialistes sont tous interchangeables et tous responsables de l'état calamiteux dans lequel le pays se trouve. Ils ne peuvent donc pas vous dire la vérité, d'abord parce qu'ils la distinguent mal, ensuite parce que ce serait une forme d'aveu des fautes terribles qu'ils ont commises contre la France et les Français. Alors ils sont devenus experts dans l'enfumage, en bidouillage de statistiques, pour cacher leur incompétence. En ce qui me concerne, la vérité, je ne l'appuie pas. Je l'expose. Et j'essaie d'y répondre le plus justement et le plus efficacement possible. Oui, mesdames et messieurs, de la caste au pouvoir, détrompez-vous, le peuple français voit et veut cette vérité. Il voit d'ailleurs désormais quel rôle néfaste l'Union européenne joue dans son quotidien, quand tous les aspects de sa vie sont touchés. Pendant que nos politiciens se déchirent sur des réformettes, des diversions et des pacotilles, les vrais changements de fond viennent de Bruxelles et de Francfort. Jamais en effet vous n'entendez nos dirigeants, nos gouvernants rappeler que les orientations économiques, budgétaires, monétaires
d'ailleurs, les commissaires européens ne se privent pas pour commenter les projets de réforme et accorder ou non leur satisfait. Nos ministres ne sont plus que des élèves, plus ou moins bien notés, de la grande classe européenne, des faillots de Francfort, des bonnets d'âne ou des chouchous de Bruxelles. Cette humiliante métaphore de la salle de classe n'était qu'un type de langage des journalistes les plus européistes. C'est devenu le reflet de la réalité. Nos gouvernants infantilisent le peuple parce qu'eux-mêmes sont infantilisés par les maîtres qu'ils se sont choisis et qu'ils nous imposent contre notre volonté. Et oh, vous lance-t-on dans les meetings du gouvernement pour vous amuser pendant que vos maîtres en catimini décident de vos vies. La politique française est devenue une vaste cour d'école. Le petit Nicolas et ses amis se disputent pour savoir qui sera le mini-caïd à la récré. Les choses sérieuses, elles, se font entre grandes personnes. Merkel, Obama, Juncker, Draghi. Dans la cour, il n'y a plus que la bataille des gigantesques égos de minuscules personnages. Je le disais, le spectacle affligeant des primaires chez les Républicains, qui aligne déjà 14 candidats, on a eu un 15e depuis ce matin, et les velléités d'indépendance d'Emmanuel Macron, de Manuel Valls au gouvernement, obscurcissent le débat. On ne parle jamais des vrais sujets. Il n'est plus question que de personne, de leur plan de carrière, jamais de leur projet. Bon, vous me direz, c'est qu'ils ont tous le même, et qu'ils ont très peur qu'on s'en rende compte. Et pourtant, il est plus que jamais nécessaire de dire la vérité et de nommer, de ne pas craindre de nommer les choses. On ne calmera pas les tensions françaises par des discours lénifiants, vides et fuyants. Taire, ne pas dire, c'est susciter l'angoisse. Nommer et affronter le réel, c'est permettre l'espoir. Mais la vérité n'est rien sans le courage. Je vous le disais tout à l'heure. Les rares moments de lucidité de M. Valls restent inutiles puisqu'il ne prend aucune décision. Il est devenu un commentateur de la vie politique. Bon, c'est vrai que les paroles sont parfois dures, comme celles contre les salafistes, et rien. En ce sens, il nous rappelle Nicolas Sarkozy, la parole parfois forte, mais la main si molle. Courage d'agir, estimant qu'à nos dirigeants, l'apaisement ne peut venir que de la confiance des citoyens dans un État fort qui les protège réellement. Il faut que l'État respecte le droit et il faut qu'il fasse respecter le droit. Nous voulons agir, mais toujours contrairement à eux, en respectant les libertés individuelles et collectives. C'est pourquoi, mes chers amis, nous nous opposons aux mesures inutiles qui mettent en place un flicage de tous et n'assurent la sécurité de personne. Je pense particulièrement au fichier PNR, vous savez, une surveillance de tous les passagers aériens, alors que les terroristes n'ont pas pris l'avion. Et à la loi renseignement, écoutez tout le monde, alors que les services n'ont pas eu les moyens de surveiller efficacement les futurs terroristes, qui étaient déjà souvent fichés. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient écouté les milliers de coups de téléphone passés par les terroristes directement depuis la cellule de la prison. La France doit avoir une politique étrangère libre et indépendante. 3 jeunes soldats viennent de donner leur vie le 13 avril en OPEX dans Mali. Rendons-leur hommage à eux et à tous ceux qui ont fait le don de leur vie pour la France. Mais nous ne pouvons pas ne pas nier cette inquiétude qui sourd en nous lorsque l'un de nos soldats meurt au combat. C'est une mort pour rien. Quand il est vrai que la France n'a plus de politique étrangère digne de ce nom, et ne s'exprime que dans une suite sans fin d'actions incohérentes. En témoigne au cours des 20 dernières années sa participation au démantèlement de la Yougoslavie, l'impuissance face au démantèlement de l'Irak, désormais en proie à l'instabilité, voire au chaos, sa participation active à la déstabilisation de la Libye, sombrée depuis dans l'anarchie et la violence extrême, devenant ainsi un terreau que prospérer Daesh. Sa volonté, heureusement contrecarrée avec succès, de porter la guerre en Syrie aux côtés de l'allié préféré de l'ex-ministre des Affaires étrangères, le front islamiste Jabhat al-Nusra, filiale d'Al-Qaïda. Son alignement sur la politique des États-Unis en Ukraine, où un véritable coup d'État a été perpétré contre un gouvernement légal et légitime, bien que
largement critiquables. Ces interventions désordonnées et velléitaires en Afrique, hormis l'intervention récente au Mali, alors que ce continent doit rester au cœur de nos préoccupations, oui, malheureusement, on le voit de manière systématique, la France n'a aucune vision globale. Il s'agit donc de redonner en priorité à notre politique étrangère sa dimension universelle et globale, mais aussi d'inaugurer une vraie politique régionale et continentale en Europe, de Brest à Vladivostok, et de rebâtir une politique digne de ce nom avec le Proche, le Moyen-Orient et l'Afrique, qui correspondent à des solidarités historiques anciennes, et non seulement à des mécanismes technocratiques ou uniquement. Voilà, Macron et sa femme, pardon. Et pour cela, nous devons nous dégager de toutes les superstructures contraignantes telles que le commandement intégré de l'OTAN, que le général de Gaulle avait quitté et que Nicolas Sarkozy a voulu à tout prix réintégrer. C'est telle que l'Union européenne, sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Je veux défendre cette France libre et fière, capable de porter sa propre vision du monde, capable d'être une force respectée qui aide à la paix universelle. Vérité et courage, voilà quels sont les principes d'action. Voilà quels seront les moyens de parvenir à la France apaisée que nous souhaitons. Dans un texte titré « Que peuvent les hommes les meilleurs dans une démocratie », Claude Paulin explique que celui que le peuple choisit pour le représenter n'est que l'ombre du peuple, mais que ce peuple projette en avant de lui pour mieux le suivre. J'ai rarement trouvé définition plus juste et plus conforme à ma pensée. Même président de la République, même élu, on n'est pas propriétaire de la voix des Français, mais mandataire du peuple lui-même. On agit par délégation du peuple. Mais en démocratie, le peuple doit toujours pouvoir s'exprimer directement s'il le souhaite. C'est la raison pour laquelle on peut être démocrate sans être un fervent défenseur du référendum. Et puis encore, si on ne défend pas le référendum d'initiative populaire, qui permet aux Français de donner leur avis quand ils le souhaitent, si on ne leur permet pas de demander par eux-mêmes la mise en œuvre des référendums. Moi, je sais que cette idée agace beaucoup les partis du système. Mais moi, je n'ai aucun problème avec le fait que le peuple puisse prendre la parole de lui-même. Je trouve même ça très sain. Quand on est pour la démocratie, on n'est pas pour la démocratie à moitié. Si un grand nombre de citoyens, et prenons par exemple un site de 500 000 personnes comme en Italie, signent une pétition pour organiser un vote national sur une question qu'ils considèrent comme importante, eh bien le gouvernement a le devoir d'organiser un référendum. C'est aussi simple que cela, la démocratie. En 2007, Nicolas Sarkozy nous a vendu le référendum au rabais. Déjà, il avait décidé celui de 2005 avec le traité de Lisbonne, on ne le rappellera jamais assez. Mais il avait aussi dit que les Français pourraient lancer eux-mêmes des référendums. Et vous savez ce qu'il a donné à la place de ça? Un référendum d'initiative partagée. Partagée, j'ai joliment dit. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, ça n'a jamais eu lieu, ça ne risque pas d'avoir lieu. Partager, ici, ça veut dire simplement que vous pouvez toujours attendre. Vous pouvez toujours attendre pour qu'un référendum soit organisé, puisqu'il faut la signature d'un cinquième des parlementaires, c'est-à-dire 185 députés ou sénateurs, rien que ça. En gros, parce que le peuple n'est pas assez grand pour décider tout seul, s'il a besoin que des élus lui disent s'il est permis de demander la parole ou pas. Et pour être sûr qu'il n'y ait jamais de référendum, M. Sarkozy a mis un seuil de 4,6 millions de signatures pour une pétition. Circuler, il n'y a rien à voir. Nous voulons un vrai référendum d'initiative populaire. Je pense même que sur certains sujets, comme les sujets de société, c'est au peuple de faire valoir ses idées et non aux politiques de leur imposer. C'est à la société de dire ce qu'elle veut. Avec plus de démocratie directe, on se rendra compte qu'il y a beaucoup d'échelons qui ne servent à rien, si ce n'est à recaser les amis peut-être. Nous travaillerons donc à remettre la hiérarchie des normes à l'endroit et à sortir de la confusion générale des compétences et des interventions en réinstallant la séparation saine du pouvoir pour plus d'efficacité de l'État. Cette clarification passera évidemment par une réflexion sur le rôle des conseils régionaux
le nombre d'élus pléthoriques, notamment à l'Assemblée nationale, toujours pas représentatifs des forces politiques françaises. Enfin, mes chers amis, plus de démocratie, nous l'avons dit, c'est à la fois plus de référendums, plus de clarté dans les échelons de décision, mais c'est aussi autre chose de très important. C'est plus de possibilités de s'informer. J'ai vendu mon 200-400. Il me semble que la seule télévision d'information continue qui devait diffuser mon discours en direct a changé d'avis. Il était beaucoup plus urgent d'aller suivre les exactions des voyous qui œuvrent en marge des cortèges. C'est une démocratie dans laquelle chaque opinion peut être défendue et entendue. Or, en France, on n'entend pas beaucoup d'autres opinions que celles qui sont estampillées par le système. La liberté des médias, ça c'est un autre sujet fondamental pour une démocratie véritable. Et sur la liberté des médias, on fait bien de s'inspirer d'autres pays. Vous savez que je ne suis pas une grande admiratrice du modèle anglo-saxon, c'est moins qu'on puisse dire. Je critique souvent la domination américaine sur la France et sur ses élites. J'écoute de la NSA, le traité transatlantique, dont je demande d'ailleurs solennellement à François Hollande de se retirer des négociations. Les sanctions absurdes contre la Russie, qui est aussi une ministre d'Agriculture par ailleurs, tout cela est totalement exact. Mais il faut aussi reconnaître les qualités quand on les voit. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Il faut reconnaître une qualité aux Anglais et aux Américains, une qualité qu'on n'a pas en France. Eux, ils ont une vraie liberté de la presse. Je vous donne un exemple simple. En Angleterre, actuellement, vous avez la moitié de la presse anglaise qui est favorable au Brexit. Cela est totalement impensable en France. Imaginez si la moitié de la presse française était d'accord avec le Front National sur l'Union Européenne. C'est inimaginable pour nous. Pourquoi? Parce que les journaux qui feraient ça seraient immédiatement accusés. Accusés de quoi? Je vous laisse deviner. De faire le jeu du Front National. Le jeu du Front National. J'ai tellement entendu ça que ça en devient drôle. J'aimerais bien jouer, moi, au jeu du Front National. Ça a l'air amusant. Vous direz que c'est un jeu où les règles sont simples. J'ai l'impression que plus on tape sur le Front National, plus on gagne des points. Des points pour faire carrière, ou avoir le droit de passer à la télé, quelle que soit la nullité que vous ayez avant, tant que c'est anti-Front National, c'est bon pour passer à la télé. C'est magique. En revanche, les points dans les sondages, et surtout dans les urnes, mes chers amis, c'est nous qui les gagnons. Sur nous, puis on en gagne. Tout simplement parce que nous, on ne prend pas les Français pour des imbéciles. En Angleterre, je vous disais, c'est 50-50 dans les médias. On peut défendre l'Union Européenne, on peut défendre la sortie de l'Union Européenne. Une telle liberté de ton est impensable en France aujourd'hui. Oh, ils sont aussi des idéologues, bien sûr. Mais dans l'ensemble, là-bas, il y a une libre concurrence dans les médias. Vous choisissez l'information que vous voulez. Ici, les médias défendent toujours la concurrence, mais pour les autres, jamais pour eux-mêmes. Il n'y a aucun domaine qui soit plus anticoncurrentiel en France que les médias. Ce sont des gros monopoles, pas rentables, gérés par des idéologues qui répètent tous la même chose.
La France a perdu en 2016 7 places dans le classement mondial de la liberté de la presse. On était 38e, ce qui n'était déjà pas brillant. Maintenant, nous sommes 45e. On est derrière le Burkina Faso et le Botswana. Je cite le rapport de Reporters sans frontières de 2016 sur la France. Le paysage médiatique français est largement constitué de groupes dont les propriétaires ont d'autres intérêts qui souvent pèsent beaucoup plus que leur attachement au journalisme. Cette situation entraîne des conflits qui font peser une menace sur l'indépendance éditoriale et même sur la situation économique des médias. Ce n'est pas moi qui fais ce malheureux constat. C'est une ONG et pas n'importe laquelle. Briser les monopoles dans les médias, voilà qui est vraiment démocratique et il est parfaitement possible de s'y atteler dans le cadre des lois de la République. Nous voulons recréer les conditions du débat démocratique. Nous ne voulons pas que tout le monde soit forcément d'accord avec nous. Plus il y a de gens en accord avec nos positions, mieux c'est bien sûr. Mais nous voulons convaincre par nos idées, pas par du courage de crâne. Vas-y, moi je la connais, je peux pas La faire. démocratie apaisée devra veiller à un fonctionnement sain et pluraliste des médias pour libérer les journalistes des pressions gouvernementales, privées ou du politiquement correct. Et d'ailleurs, je le dis en passant, et pour conclure, mais c'est important, Internet nous donne aujourd'hui un moyen phénoménal de convaincre de plus en plus de Français. Avec les réseaux sociaux, on peut court-circuiter les médias traditionnels. Mais pour ça, il faut que chaque militant s'empare des réseaux sociaux pour convaincre. Je le vois tous les jours. Vous tous, sur Facebook, sur Twitter, sur les forums, vous faites vivre le débat. Vous êtes intelligents, vous êtes drôles, vous êtes convaincants. Vous ne correspondez pas à l'image que les médias veulent donner de vous. Pour 2017, j'espère que grâce à Internet, vous serez une redoutable force de frappe démocratique. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer qu'avant de monter sur cette scène, il ne nous manquait que, je crois, 94 abonnés pour atteindre le million de soutiens sur Facebook. Intermédiaire par les réseaux sociaux au travers notamment de mon blog Carnet d'Espérance. Chers compatriotes, les mois qui viennent donneront le tournis aux Français. Les primaires aux 14 candidats iront de coups tordus en pseudo-rebondissement, tandis que dans la majorité, les ambitions s'aiguiseront entre le calife de l'Élysée et les deux islobouts du gouvernement. Ce ne sera pas passionnant, ce sera même usant. Cela ne vous donnera sûrement pas envie de vous déplacer l'an prochain pour aller voter, et c'est profondément regrettable, car l'abstention est le piège de ceux qui veulent congédier le peuple pour que jamais rien ne change vraiment. Il faudra donc résister à cette tentation du vote. En ce qui nous concerne, vous et moi, sachez qu'il nous faut tout, en tout cas pour vous donner, vous redonner le goût de l'engagement citoyen et du débat public. Malgré les pressions médiatiques, malgré le spectacle affligeant de nos adversaires, nous maintiendrons le cap des idées, le cap de vos problèmes et de nos solutions. Nous ferons tout pour éviter les pièges de la polémique politicienne dans laquelle il est si facile de tomber. Même si les idées attirent 100 fois moins les caméras et les micros que les joutes de petits chefs, nous tiendrons bon. C'est l'engagement que je prends devant vous. Si vous nous entendez dénigrer nos propres amis, allumer des buzz inutiles, verser dans l'accessoire, c'est que nous aurons failli. N'hésitez pas à nous en faire le reproche, il sera justifié. Même si je sais qu'il y a parmi nous des convictions patriotiques suffisamment ancrées, précisément pour nous empêcher de tomber dans ces travers. Je l'ai dit, il y a un cap, et donc un capitaine. Je suis ce capitaine. Nous parlerons santé, nous parlerons école,
laisserons aux autres, tout en espérant que nos adversaires parviennent aussi à être à la hauteur du grand débat démocratique qu'attendent les Français. Quand vous douterez, pensez à la France. Ne pensez qu'à la France. Et vous retrouverez le goût du combat. Laissez parler votre cœur et votre raison. Ils sont les meilleurs guides.